Le dernier cadeau de ma grand-mère avant de mourir fut un lourd diadème terni, enveloppé dans un vieux tissu de velours. Pendant des années, je l'ai gardé caché dans une boîte à chaussures, ignorant tout de son histoire. Quand la méchante fille la plus cruelle de la haute société m'a publiquement humilié lors du prestigieux gala de charité du Waldorf Astoria, se moquant de mes bijoux fantaisie, j'ai cru que ma vie était finie. Mais les rires se sont abruptement tus au moment où le roi du Danemark a franchi la porte, a jeté un regard à ma tête et est tombé à genoux. Voici mon histoire. Personne dans les hautes sphères de l'élite new-yorkaise ne gagne réellement sa place. Il l'hérite. Moi, en revanche, j'ai passé toute ma vie à essayer de laver l'odeur de détergent bon marché et de naphtaline des magasins d'occasion de mes vêtements, juste pour me fondre dans la masse. Je m'appelle Charity Walker et jusqu'à l'année dernière, ma vie était d'un rythme calme et prévisible de recherche académique et de soirées solitaires. Je travaillais comme restauratrice d'antiquités junior au Metropolitan Museum of Art. Un titre qui semblait incroyablement prestigieux, mais qui payait à peine assez pour couvrir le loyer de mon petit appartement à Queens. Mon monde était défini par le passé, par le dépoussiérage des reliques oubliées de l'histoire, et par la tentative de reconstituer les histoires de personnes réduites en cendres depuis longtemps. J'aimais mon travail. Il y avait une certaine paix à traiter des objets inanimés. Non, ils ne jugeaient pas votre compte en banque et ils ne se souciaient certainement pas des marques de créateurs sur vos chaussures. La seule famille que j'ai jamais connue était de ma grand-mère Joséphine. C'était une femme austère et silencieuse, avec un fort accent européen dont elle refusait catégoriquement de spécifier l'origine. « L'Europe, c'est l'Europe, Charity », disait-elle, agitant sa main avec dédain chaque fois que j'apportais une carte de l'école. « Les frontières sont tracées par des hommes avides. Ne vous en occupez pas. » Quand Joséphine est décédée, elle ne m'a laissé qu'une pile de factures médicales et une boîte à chaussures en cuir usé, attachée par un ruban de soie effiloché. Je me souviens d'être assise sur le bord de mon matelas inconfortable, la nuit après ses funérailles, dénouant ce ruban avec des mains tremblantes. À l'intérieur, reposant sur un lit de velours cramoisi en décomposition, se trouvait un bijou. À première vue, il était hideux. Il était lourd, entièrement noirci par des décennies de ternissure, et avait la forme d'un croissant déchiqueté. Plusieurs, ce qui semblait être des pierres de verre, manquaient à leur monture, laissant des orbites sombres, vides, qui donnaient à la pièce l'apparence d'un sourire squelettique. C'était un diadème, ou du moins le squelette rouillé d'un. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. À mes yeux d'expert, cela ressemblait à un accessoire de théâtre des années 1920. Peut-être quelque chose que Joséphine avait trouvé sur un marché aux puces pendant sa jeunesse. Je l'ai glissé sous mon lit et je me suis replongé dans mon travail au Met, désespéré de me distraire du chagrin écrasant d'avoir perdu la seule personne qui m'ait jamais aimé. C'est à peu près à cette époque que Victoria de Vedren a fait irruption dans ma vie comme un ouragan parfaitement manucuré. Victoria était l'héritière de l'empire médiatique Vedren, un conglomérat d'1 milliard de dollars qui possédait la moitié des magazines et des chaînes de télévision du pays. Elle était aussi la nouvelle coprésidente du grand gala annuel du Met, un poste que son père lui avait sans doute acheté pour rehausser son profil social. Victoria était magnifique, de cette manière terrifiante et chirurgicalement précise que seule une richesse illimitée peut acheter. Elle portait du Chanel comme une armure et maniait sa fiducie comme une arme. Notre première rencontre a donné le ton de la misère qui allait suivre. Le Dr. Richard Alcott, chef de mon département, m'avait chargé de présenter notre dernière acquisition, une collection de camées français du 18e siècle, au comité d'organisation du gala. J'avais passé des semaines à cataloguer méticuleusement les pièces, en veillant à ce que chaque détail historique soit parfait. Quand je me suis levé dans la salle de réunion, mes doigts tremblant légèrement dans mes mains, Victoria n'a même pas levé les yeux. Elle était occupée à faire défiler son téléphone, ses lèvres parfaitement vernies retroussées dans un rictus perpétuel. C'est camé, j'ai commencé, ma voix un peu trop forte dans la pièce caverneuse, aurait appartenu à la cour de Marie-Antoinette. « Excusez-moi », a interrompu Victoria, relevant enfin les yeux. Ses yeux d'un bleu froid et perçant m'ont scanné de la tête aux pieds, s'attardant douloureusement sur mes mocassins éraflés et mon blazer Zara de prêt-à-porter. «
Est-ce que nous concentrons vraiment le gala autour de ça? C'est si morne, si poussiéreux. Je pensais que nous visions le glamour, Richard, pas un projet d'histoire de lycée présenté par la bibliothécaire. Quelques membres du conseil ont ri nerveusement. Mon visage a brûlé. J'ai regardé le Dr. Alcott, m'attendant à ce qu'il défende mon travail, mais il s'est contenté de s'éclaircir la gorge et de détourner le regard. La richesse dictait des règles dans cette pièce, et Victoria tenait le chéquier. C'est de la préservation historique, Miss Vidrin, j'ai réussi à dire, essayant de garder ma voix stable. Le gala est censé célébrer les archives du musée. Victoria s'est penchée en avant, posant son menton sur ses mains. Ma chérie, personne ne se soucie des archives. Il se soucie du champagne, des photographes et de qui porte quoi. Oh, et en vous regardant, je peux dire que vous n'y connaissez absolument rien à aucune de ces choses. Passons au pré-quartier, si vous voulez bien. J'ai été congédié, renvoyé aux archives du sous-sol comme un enfant mal élevé. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré de pure frustration. J'en avais tellement marre d'être invisible, d'être traité comme une paysanne dans un royaume gouverné par des fonds fiduciaires et le népotisme. Dans un accès d'énergie fébrile, j'ai sorti la boîte à chaussures de sous mon lit. J'ai pris le diadème noirci pour le mettre sur ma petite table de cuisine. J'ai pris mon kit de restauration, une collection de brosses douces, de solvants doux et de lentilles et de grossissement que j'utilisais pour des projets personnels, et j'ai commencé à le nettoyer. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Peut-être avais-je simplement besoin d'exercer un contrôle sur quelque chose, de prendre quelque chose de laid et de négliger et de le faire briller. Alors que la première couche de ternissure noire disparaissait sous le solvant, je me suis arrêté. Le métal en dessous n'était pas le laiton terne ou le cuivre auquel je m'attendais d'une pièce fantaisie bon marché. C'était du platine lourd et solide. Mon cœur a fait un bond. J'ai appliqué un peu plus de solvant, travaillant la filigrane complexe à la base. L'artisanat était stupéfiant. Les motifs floraux n'étaient pas estampés ou moulés. Ils avaient été sculptés à la main avec une précision qui frisait l'impossible. Et les pierres, celles qui n'étaient pas tombées, n'étaient pas en verre. Alors que la saleté tombait, elle captait la lumière dure des néons de ma cuisine et la fracturait en un arc-en-ciel aveuglant de couleurs. Des diamants taillés à l'ancienne. Je me suis assise, le souffle coupé. Ce n'était pas un accessoire de théâtre. C'était un chef-d'œuvre. Mais pourquoi ma grand-mère, une femme qui coupait des coupons et cousait ses propres rideaux, avait-elle un diadème en platine et diamants fourrés dans une boîte à chaussures? J'ai retourné la pièce, inspectant l'intérieur de la bande. Là, à peine visible à l'œil nu, se trouvait une marque de fabricant. Ce n'était ni Cartier, ni Tiffany, ni Fabergé. C'était un minuscule blason gravé. Un aigle à deux têtes tenant une épée brisée, entouré d'une couronne de lierre. J'avais une maîtrise en histoire de l'art et je me spécialisais dans les antiquités européennes. Pourtant, je n'avais jamais vu ce poinçon de ma vie. Pendant les 2 mois suivants, j'ai passé chaque seconde libre à rechercher le blason. J'ai parcouru les bases de données du Met. J'ai visité la division des livres rares de la New York Public Library. J'ai même contacté une connaissance chez Sotheby's à Londres. Rien. L'aigle à deux têtes était assez commun dans l'héraldique d'Europe de l'Est, mais la combinaison spécifique de l'épée brisée et du lierre n'a donné aucun résultat. C'était comme si le blason, et par extension, le diadème, n'existait dans aucun dossier historique officiel. Pendant ce temps, ma vie au musée se détériorait rapidement. Victoria Vidrin en avait fait sa mission personnelle. Elle voulait s'assurer que j'étais totalement exclu des préparatifs du gala. Elle planifiait des réunions de comité et oubliait intentionnellement de m'envoyer l'heure par email. Elle commandait des déjeuners traiteurs pour le département et disait explicitement à l'interne de ne rien commander pour la taupe au sous-sol. C'était du harcèlement puéril et mesquin, mais c'était incroyablement efficace. Le Dr. Alcott, désespéré d'obtenir le don de son père, fermait les yeux sur tout cela. Mais alors, une bouée de sauvetage inattendue est apparue sous la forme de Nathaniel Hastings. Nathaniel était un conservateur principal des arts décoratifs européens et l'une des figures les plus respectées du musée. Il était aussi d'une beauté stupéfiante, avec des pommettes saillantes et une présence calme et imposante, qui faisait même reculer le venin habituel de Victoria Vidrin. Il avait remarqué mon exclusion et, à la fureur visible de Victoria,
Il m'a personnellement demandé de l'aider à escorter un groupe de donateurs internationaux de haut niveau pendant la soirée du Grand Heritage Gala. Tu connais la pièce mieux que quiconque, Charity. Nathaniel avait dit, s'arrêtant à mon bureau un après-midi. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse répondre à leurs questions, pas juste sourire aux caméras. Je n'ai pas de billets pour le gala, Monsieur Hastings. J'ai bégayé, bien consciente que les billets commençaient à 25 000 $. Tu viens comme mon associé professionnel? Il a répondu avec un sourire chaleureux et rassurant. Ton nom est sur la liste. Je te suggère de t'habiller pour impressionner. Les délégations européennes peuvent être assez traditionnelles. J'allais au bal. L'excitation initiale a duré exactement 3 heures, jusqu'à ce que j'ouvre mon placard et que je réalise que je ne possédais absolument rien d'approprié pour un événement en tenue de soirée formelle au Waldorf Astoria. Le gala avait été déplacé du musée à la grande salle de bal du Waldorf pour accueillir l'ampleur de la liste d'invités. Je ne pouvais pas me présenter dans un mélange de polyester. J'ai fait appel à mon seul ami proche, Sarah, une costumière de théâtre qui vivait dans l'appartement en dessous du mien. Pendant 3 week-ends, nous avons parcouru tous les magasins de consignation haut de gamme, toutes les friperies et toutes les boutiques vintage de la région. Tout était soit violemment démodé, complètement abîmé, soit toujours hors de ma portée. Nous manquons de temps. Charity. Sarah a soupiré, assise par terre dans une friperie poussiéreuse à Brooklyn, entourée de tulle et de taffetas. À moins que tu ne veuilles y aller enveloppé dans un drap, il nous faut un miracle. Le miracle est arrivé sous la forme d'une robe Oscar fortement réduite, légèrement endommagée. C'était du velours de soie bleu nuit, coupé avec une élégance classique et ample qui semblait intemporelle et dramatique. Il y avait une déchirure près de l'ourlet et une fermeture éclair cassée. Mais Sarah, que Dieu la bénisse, a passé 3 nuits à le réparer méticuleusement jusqu'à ce qu'il ait l'air fait sur mesure pour mon corps. C'est parfait, Sarah a murmuré, me fermant la fermeture éclair de la robe l'après-midi du gala. Le velours bleu profond faisait ressortir la pâleur de ma peau et donnait à mes yeux bruns ordinaires un air presque saisissant. Mais il manque quelque chose, le décolleté est trop nu. As-tu un collier? Des boucles d'oreilles? J'ai regardé mon reflet dans le miroir déformé et bon marché de ma chambre. Je n'avais aucun bijou, mais mes yeux ont dérivé vers la boîte à chaussures en cuir usé posée sur ma commode. Je n'avais pas complètement restauré le diadème. Il me manquait l'équipement professionnel nécessaire pour remplacer les pierres manquantes sans endommager les montures, mais j'avais réussi à le nettoyer entièrement. Le platine brillait d'un feu froid éclatant et les diamants restants captaient la lumière de l'après-midi, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur les murs de la chambre. « J'ai ça », j'ai dit calmement, en m'approchant et en soulevant le diadème du velours. Sarah a haleté. « Charity, qu'est-ce que c'est? C'est vrai? »« Je crois. C'était à ma grand-mère. Tu dois le porter. Ça complète parfaitement le drame de la robe. » J'ai hésité. Porter un diadème à un gala à New York était risqué. Bien que le code vestimentaire soit le smoking, les diadèmes extravagants étaient généralement réservés à la vraie royauté ou aux milliardaires excentriques. Si je le portais, je ferais une déclaration massive. Je me peindrais une cible dans le dos pour des gens comme Victoria Vitrine. Mais en tenant le métal froid dans mes mains, j'ai ressenti une étrange vague de défi. Victoria avait passé des mois à essayer de me faire me sentir petite, insignifiante et laide. Et elle voulait que je me cache au sous-sol. Porter cet héritage, un morceau de ma grand-mère, un morceau de mon histoire cachée, ressemblait à un acte de rébellion. D'accord, j'ai dit, ma voix s'est stabilisée. Je vais le porter. Sarah m'a coiffé en un élégant chignon effacé, épinglant soigneusement la lourde pièce de platine en place. Au moment où elle s'est posée sur ma tête, quelque chose a changé. Le poids m'a forcé à me tenir plus droite, à tirer mes épaules en arrière. Je ne ressemblais plus à Charity, l'archiviste du sous-sol. Je ressemblais à quelqu'un qui appartenait au Waldorf Astoria. Cette nuit-là était un spectacle de richesse obscène. Le grand foyer était drapé de milliers d'orchidées blanches et un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin, complètement noyé par le tintement des flûtes à champagne en cristal et le rugissement des conversations privilégiées. Des flashs crépitaient en succession rapide près de l'entrée du tapis rouge, capturant l'élite de la ville dans leur plus belle haute couture.
Je suis arrivé dans un taxi jaune standard, me sentant incroyablement déplacé dès que mes loups-boutins empruntés ont touché le trottoir. J'ai gardé la tête basse, naviguant dans la mer de photographes, reconnaissant qu'il m'ait complètement ignoré pour se concentrer sur une pop star célèbre arrivant derrière moi. À l'intérieur de la grande salle de bal, l'opulence était suffocante. Des lustres de la taille de petites voitures pendaient du plafond, projetant une douce lueur dorée sur la foule. Je me tenais près de l'un des piliers en marbre massif, attendant que Nathaniel finisse de parler avec un membre du conseil d'administration du musée. J'ai retenu ma respiration, espérant rester inaperçu jusqu'à ce que j'ai été nécessaire. Mais dans une pièce pleine de requins, le sang dans l'eau est immédiatement remarqué. Eh bien, regardez ce que le chat a ramené des archives. La voix a traversé le bruit de la pièce comme un couteau dentelé. Je me suis tourné pour voir Victoria Vidrin, flanquée de 3 de ses amies mondaines. Elle portait une robe haute couture plissée, moulante comme si elle avait été peinte sur son corps. Elle débordait de ce que je reconnus comme une parure de diamants Cartier d'une valeur de 3 millions de dollars. Elle s'arrêta à quelques pas devant moi, ses yeux balayant lentement mon corps de haut en bas. Elle remarqua la coupe vintage de la robe en velours, l'absence totale de sac à main de marque, et enfin, son regard se fixa sur le sommet de ma tête. Un sourire cruel mais sincère illumina son visage. « Oh, Charity !» Elle fredonna, sa voix assez forte pour attirer l'attention des gens proches. « Nous allons à une fête costumée après ça, parce que je pense que tu as mal compris le code vestimentaire sur Victoria. » J'ai dit calmement, luttant contre l'envie de me recroqueviller contre le pilier. Monsieur Hastings m'a demandé de venir aider la délégation européenne. Je suis sûr qu'il l'a fait. Elle rit, prenant une gorgée de sa coupe de champagne. Nathaniel a toujours eu un faible pour les cas sociaux. Mais chérie, parlons de l'éléphant dans la pièce. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Ses amis gloussèrent, se penchant comme des vautours. La conversation dans notre cercle immédiat commença à s'éteindre, les gens se tournant pour regarder le spectacle. Victoria Vidrin détruisant une inconnue était le meilleur divertissement gratuit que l'argent pouvait acheter. C'est un héritage familial, dis-je, le menton haut. Le poids du platine me donnait un ancrage, un héritage familial. Victoria répéta, sa voix empreinte d'une fausse admiration. Elle s'approcha, envahissant de mon espace personnel. Elle tendit la main et, avant que je ne puisse reculer, tapota le côté d'une matière avec son ongle manucuré. De renifle où? Le rayon des bonnes affaires de Claire's Accessories? Ou l'as-tu gagné à la foire? Ne me touche pas. J'ai claqué, lui retirant de la main. La foule autour de nous haleta. Un cercle s'était maintenant entièrement formé. Donateurs du musée, mondains et rédacteurs de mode regardaient tous. Je pouvais voir le délectable maléfice dans leurs yeux. Fais attention, paysanne. Victoria ricana, toute prétention de politesse disparue. Tu t'embarrasses. Pensais-tu vraiment pouvoir te présenter à l'événement le plus exclusif de l'année, portant des strass en plastique et t'attendre à ce que les gens ne riment pas? Regarde-là, la moitié du faux vert est manquante. C'est rouillé, c'est sale, comme toi. Ah, ce n'est pas du verre, dis-je, ma voix tremblant malgré tous mes efforts. Ce sont de vieux diamants taillés en mine, et c'est du platine. La salle explosa de rire, de vrais rires retentissants, des milliardaires et des héritières qui m'entouraient. Victoria rit le plus fort, jetant la tête en arrière. « Du platine !» elle hurla. « Oh mon Dieu, elle croit vraiment à ses propres délires. Quelqu'un appelle la sécurité. L'archiviste a enfin perdu la tête. » Elle se tourna vers la foule, projetant sa voix. « Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites attention. Nous avons une fraude délirante parmi nous qui essaie de faire passer des pacotilles du marché aux puces pour de la haute joaillerie. » L'humiliation était un poids physique qui pesait sur ma poitrine, me coupant le souffle. Des dizaines de visages me fixaient, me montrant du doigt, riant. J'ai vu des appareils photo flasher à la périphérie. J'allais faire la une des colonnes des potins demain, la fausse princesse du Waldorf. Des larmes piquèrent dans le coin de mes yeux. Je ne pouvais pas en faire ça. Je n'étais pas faite pour ce genre de cruauté. Je me suis retourné, désespéré de trouver une sortie, de courir vers les portes de service,
et de ne plus jamais revenir au musée. « Tu t'enfuis déjà, Cendrillon? » Victoria lança après moi. « Ne perds pas ta pantoufle en plastique. » Encore plus de rire. Je me frayais un chemin dans la foule, ma vision brouillée par les larmes. Il fallait juste que j'atteigne les grandes portes en bois de l'entrée. Il fallait juste que je m'échappe. Mais en atteignant le centre de la salle, un soudain et lourd silence tomba sur la pièce. Cela ne s'est pas fait progressivement. C'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Le quatuor à cordes s'arrêta de jouer en plein milieu d'une note. Les rires moururent instantanément. Je m'arrêtai net, essuyant une larme de ma joue, et regardai vers l'entrée. Les massives portes en acajou avaient été ouvertes à la volée par l'équipe de sécurité du Waldorf. Debout sur le seuil, flanqué d'hommes en costume sombre ajustés avec des oreillettes, se trouvait l'invité d'honneur, un homme dont l'arrivée avait été le principal objectif de l'ensemble du comité d'organisation du gala. Le roi Edward de la principauté de Valerius. C'était un homme grand et imposant, âgé de la fin de la soixantaine, vêtu d'un habit blanc immaculé avec une écharpe de soie portant les armoiries royales de sa nation. Il dégageait une aura de pouvoir absolument terrifiant. Derrière lui se trouvait sa délégation royale, un ensemble de diplomates et de gardes qui faisaient soudain paraître les milliardaires de la salle très, très petits. Victoria, réalisant son opportunité en or, abandonna instantanément son tourment. Elle lissa sa robe cramoisie, afficha un sourire radieux et servile, et bouscula pratiquement les gens pour atteindre l'allée centrale. En tant que coprésidente, c'était son travail de l'accueillir. « Votre Majesté, » dit Victoria, sa voix dégoulinant de révérence miellée. Elle fit une courbette impeccable et pratiquée au milieu de l'allée. « Au nom du Metropolitan Museum of Art, c'est notre honneur absolu de vous souhaiter la bienvenue à... » Le roi Edward ne la regarda même pas. Il s'était arrêté net. Ses yeux vifs et perçants étaient entièrement fixés sur moi, debout à quelques mètres derrière Victoria, figé comme un cerf pris dans les phares. Le silence dans la pièce s'étira jusqu'à ressembler à un fil tendu prêt à casser. Le roi ignora complètement l'héritière qui faisait la révérence, la contournant comme si elle était un meuble mal placé. Victoria trébucha légèrement, son visage rougissant d'un rouge profond et furieux alors qu'elle était contournée. Il descendit lentement l'allée, sa sécurité tendue et très alerte alors qu'il brisait le protocole. La foule s'écarta pour lui comme la mer Rouge. Il ne regarda pas les bijoux Cartier, ni les robes Oscar de la Renta, ni les directeurs du musée. Il regardait directement mon front. Il s'arrêta à moins de 60 centimètres de moi. De près, je pouvais voir les rides de l'âge et du fardeau gravés profondément dans son visage. Sa poitrine se soulevait légèrement sous sa veste ajustée. Pendant une terrifiante seconde, je pensais qu'il allait me réprimander, faire écho aux moqueries de Victoria et me faire jeter pour avoir insulté la dignité de l'événement par ma présence. Au lieu de cela, le roi Edward de Valerius, un monarque qui commandait des armées et possédait une lignée remontant à 800 ans, abaissa lentement la tête. Ses genoux plièrent le tissu de son pantalon, le plissant vivement, et il s'agenouilla sur le sol de marbre du Waldorf Astoria. Il tomba à genoux juste devant moi. Toute la salle collectivement haleta. Le son était assourdissant. Le roi inclina profondément la tête, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse, vibrant d'une émotion brute et accablante. « Votre Altesse, » murmura-t-il, la voix craquant, « nous vous avons cherché toute notre vie. » Des halètements résonnèrent dans la salle caverneuse, rebondissant sur le plafond doré et s'abattant sur la foule d'élite comme une couverture suffocante. Des centaines d'aristocrates de la haute société, des magnats de Wall Street et des pontes des médias restaient entièrement paralysés. Les flashs des appareils photo des paparazzi, à l'extérieur du périmètre, m'ont temporairement aveuglé, projetant une lumière blanche et crue sur la scène incroyable qui se déroulait à mes pieds. Le roi Edward, souverain d'un tas européen, restait à genoux sur le sol en marbre. Son pantalon de smoking parfaitement coupé pressait contre la pierre froide, une position de soumission totale qui envoya une onde de choc de profonde confusion dans mon cerveau. « Votre Majesté » chuchotai-je, ma voix tremblant si violemment que je la reconnaissais à peine. J'ai instinctivement reculé d'un pas,
ma robe Oscar de la Renta bruissante autour de mes chevilles. S'il vous plaît, relevez-vous. Il doit y avoir une erreur. Je suis Charity Walker. Je travaille dans le sous-sol du musée. Lentement, le monarque leva la tête. Ses yeux, d'une magnifique nuance de gris ardoise, étaient remplis de larmes non versées. Il ne regarda pas mon visage. Son regard resta fermement fixé sur la lourde pièce de platine et de diamant reposant dans mes cheveux. Il n'y a pas d'erreur, dit-il, sa voix un baryton grave et rocailleux qui portait facilement dans la pièce silencieuse. Depuis 40 ans, je croyais que le diadème souverain de la maison de Valmont était perdu dans les cendres de l'histoire. Je reconnaîtrais ces diamants n'importe où. Mon grand-père les a fait tailler dans les mines royales. Mon père a posé cette couronne exacte sur la tête de ma sœur aînée le soir de sa majorité. Il tendit une main tremblante à un pouce du diadème, le traitant avec la révérence d'une relique sacrée. Vous portez l'emblème de l'aigle bicéphale et de l'épée brisée. Dites-moi, enfant, qui vous a donné cela? Ma grand-mère, j'articulai, serrant le tissu de velours de ma robe. Joséphine. Un sanglot rauque s'échappa de la gorge du roi. Il ferma les yeux et une larme solitaire traça un sillon sur sa joue burinée. Joséphina. Il prononça la prononciation européenne, épaisse et émotive. Elle a survécu. Victoria Vadrin, qui se tenait à quelques pas, le visage brûlant, c'est-à-dire d'un rouge furieux marbré, sortit enfin de son choc. Sa réalité, un monde où elle régnait en maître grâce au compte en banque de son père, était en train de se briser, et elle refusait de l'accepter. Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, vous vous faites arnaquer, cria Victoria, d'une voix stridente et désespérée, s'avançant d'un pas, ses diamants quartiers cliquetant agressivement. Cette fille n'est personne. C'est une archiviste junior qui catalogue des livres poussiéreux. Ce truc sur sa tête est de la ferraille rouillée qu'elle a probablement trouvée dans une friperie. Elle vous manipule. L'attitude du roi Edward changea avec une rapidité terrifiante. L'homme vulnérable en larmes disparut en une fraction de seconde, remplacé par un chef d'État impitoyable. Il se releva, dominant Victoria d'une posture si rigide et intimidante qu'elle recula physiquement. « Comment osez-vous me parler ?» gronda le roi, sa voix tombant dans un registre létal et glacial. « Et comment osez-vous élever la voix en présence de vos supérieurs, Commander Hayes ?» Immédiatement, 6 hommes en costume sombre se détachèrent des ombres de l'entrée. Ils se déplacèrent avec une précision militaire, formant un cercle étroit et impénétrable autour de moi. L'un d'eux, un homme aux larges épaules avec une oreillette tactique, s'interposa directement entre Victoria et moi, sa main posée négligemment mais fermement à l'intérieur de sa veste. Victoria haleta, reculant maladroitement de plusieurs pas, trébuchant presque sur sa traîne cramoisie. Ses amis de la société, qui avaient ri de moi quelques instants auparavant, s'éloignèrent dans une terreur pure. « Elle porte la propriété volée d'une famille royale », protesta Victoria, bien que sa voix vacilla, sa confiance s'écoulant sur le sol. « Docteur Alcott, dites-leur que c'est juste une charité. » Le docteur Richard Alcott, le directeur du musée qui avait fermé les yeux sur mon tourment pendant des mois, était pâle comme un fantôme, se cachant derrière un pilier de marbre, complètement réticent à intervenir contre des gardes royaux armés. Le roi Edward ne regarda même pas Victoria en lui assénant le coup dévastateur final. La pièce qu'elle porte n'est pas volée. C'est son droit de naissance en tant que descendante directe de la princesse héritière Joséphine. Cette jeune femme est au-dessus de toutes les personnes présentes dans cette pièce, moi y compris. Il se tourna enfin pour regarder l'héritière, ses yeux gris plissés de dégoût. « Vous baisserez les yeux quand vous la regarderez, Miss Vadrin, ou je ferai en sorte que ma sécurité vous mette physiquement à terre. » Une dévastation complète et absolue envahit le visage de Victoria. L'héritière qui avait commandé la pièce avec une autorité cruelle fut soudainement réduite à une spectatrice tremblante et humiliée. Nathaniel Hastings, le conservateur principal qui m'avait assuré mon invitation, s'avança dans la foule. Il n'avait pas peur. Au lieu de cela, un lent et brillant sourire s'étala sur son visage alors qu'il me regardait. Il exécuta une révérence parfaite et ample. « Votre Altesse, dit Nathaniel, le respect dans sa voix sincère et chaleureux. » Ce fut le catalyseur. Suivant l'exemple de Nathaniel, les personnes les plus riches et les plus puissantes de New York, les milliardaires,
Les magnats des médias, les rédacteurs de mode, commencèrent à s'incliner et à faire la révérence. Ce fut un effet domino de soumission. Je me tenais au centre de la salle de bal du Waldorf Astoria, une file qui avait mangé des ramen instantanés pour dîner il y a 2 nuits, regardant l'élite de la ville plier les genoux devant moi. Commandant, instruisit doucement le roi Edward, posant une main douce et protectrice sur mon épaule. Écartez le passage, nous partons. Ma nièce et moi avons beaucoup à discuter. S'échapper de la salle de bal fut un tourbillon de lumière clignotante et de questions criées par les paparazzi qui avaient franchi le périmètre. Le service de sécurité royale me fit traverser la foule comme un joyau précieux, leur corps me protégeant des mains tendues et des microphones. Nous avons complètement évité les ascenseurs standards, utilisant un monte-charge privé qui nous a déposés directement dans la suite présidentielle de Waldorf, un penthouse tentaculaire à plusieurs pièces qui offrait une vue panoramique sur la skyline de Manhattan. Une fois les lourdes portes en chaîne fermées, plongeant la suite dans un calme sécurisé, l'adrénaline qui me maintenait à flot s'évapora. Mes genoux fléchirent. Le Commander Hayes m'attrapa instantanément, me guidant vers un fauteuil rembourré de soie près de la fenêtre. Quelqu'un pressa un verre d'eau pétillante dans mes mains tremblantes. « Respire, Charity, dit doucement le roi Edward, tirant une chaise en face de la mienne. Il avait renvoyé les gardes dans le couloir extérieur, ne laissant que le Commander Hayes près de la porte. Le monarque avait l'air épuisé, le poids de la soirée pesant lourdement sur ses épaules. Je sais que c'est terrifiant. Je sais que cela défie toute logique, mais vous êtes en sécurité maintenant. Je pris une gorgée d'eau, le liquide froid apaisant peu mon gosier sec. Ma grand-mère, elle était couturière. Elle vivait dans un appartement à loyer contrôlé dans le Queens. Elle découpait des coupons du journal du dimanche. Comment peut-elle être une princesse? Le roi Edward se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. En 1967, la principauté de Valmont fut déchirée par un coup d'État violent, soutenu par l'armée. Notre père, le roi, fut assassiné dans son lit. Joséphine était l'aînée. La princesse héritière est la cible principale des insurgés. On nous dit qu'elle fut tuée en tentant de fuir les abords du palais. J'avais seulement 14 ans à l'époque et on me fit passer clandestinement dans un véhicule diplomatique, direction la Suisse. Il marqua une pause, une ombre de profonde tristesse, sombre et traversant son visage. Où lui? Lorsque les loyalistes reprirent le pays, 10 ans plus tard, j'ascendis au trône, mais je n'ai jamais cessé de la chercher. Nous avons parcouru l'Europe, nous avons vérifié chaque tombe, chaque rumeur, mais Joséphine était d'une intelligence exceptionnelle. Elle savait que, tant qu'elle vivrait, des assassins la traqueraient, elle et les enfants qu'elle mettrait au monde. Elle ne s'est pas contentée de fuir, elle s'est effacée entièrement. Elle s'est installée en Amérique, je murmurais, assemblant les pièces du puzzle. Elle a changé de nom, elle ne parlait jamais de l'Europe. Elle me disait toujours que les frontières étaient tracées par des hommes cupides et qu'il ne fallait pas s'en soucier. Un déguisement parfait. Edward sourit tristement. Pour cacher la reine légitime de Valmont dans les quartiers bondés et bruyants de New York et le diadème, je l'ai trouvé dans une boîte à chaussures après sa mort. J'expliquais, levant la main pour toucher le platine froid toujours épinglé dans mes cheveux. Il était complètement noirci par le ternissement. La moitié des pierres manquait, je ne l'ai nettoyé que quelques semaines plus tôt. Je l'ai porté ce soir car une femme au musée m'a donné l'impression de ne rien valoir. Je voulais juste être fier de mes origines, même si j'ignorais d'où elles venaient. Les yeux d'Edward brillèrent d'une colère soudaine et féroce à la mention de Victoria. Mais il adoucit rapidement son regard en me regardant à nouveau. Tu n'as rien à prouver à des gens comme ça, Charity. Ce diadème, le diadème souverain, a été forgé en 1812. Les diamants manquants ont probablement été arrachés et vendus par ta grand-mère au fil des décennies pour payer le loyer, les courses et ton éducation. Elle a sacrifié le trésor royal pour te garder en vie et en sécurité. Des larmes coulèrent sur mes cils. Joséphina ne s'était jamais plainte de ses difficultés. Elle avait démonté sa couronne pierre par pierre, silencieusement, pour construire mon avenir. Edward, dis-je, balbutiant le nom, incertaine du protocole. Que se passe-t-il maintenant? Je suis archiviste. J'ai une montagne de dettes étudiantes. J'ai un appartement qui sent le chou.
Le commandant Hayes, debout près de la porte, laissa échapper un léger rire chaleureux. Le roi Edward sourit, une expression sincère de joie qui lui effaça des années du visage. « Charity, ma chère, » dit Edward, s'avançant pour saisir mes mains. « Je ne me suis jamais marié. Je n'ai pas d'enfant. Pendant 30 ans, j'ai régné en tant que régent, attendant un héritier que je croyais mort. Selon les lois de notre Constitution, la couronne se transmet par la lignée aînée. Tu n'es pas juste une parente royale. Tu es la princesse héritière. Tu es l'unique héritière du trône de Valmont. » Il désigna les lumières étincelantes de la ville au-delà de la fenêtre. « Tes dettes étudiantes sont effacées. Ton appartement à Queens sera emballé par mon personnel demain. » La maison Valmont contrôle un fonds souverain estimé à environ 40 milliards d'euros, ainsi que des domaines à Genève, Paris et dans notre pays d'origine. Les gens qui t'ont moqué ce soir ne possèdent pas une fraction de ta richesse et ils ne possèdent aucun de ton pouvoir réel. Mon souffle se bloqua. 40 milliards d'euros, des domaines, un trône, c'était inconcevable. Mais plus important encore, continua Edward, sa voix se durcissant d'une dureté protectrice et impitoyable. Tu es mon sang. Personne ne te manquera jamais plus de respect. Demain matin, le Palais Royal publiera un communiqué de presse officiel annonçant ton existence au monde. Nous organiserons un bal de couronnement formel à Valmont le mois prochain. Mais d'abord, il marqua une pause, un éclat dangereux, profondément satisfaisant apparut dans son regard. D'abord, nous allons avoir une petite conversation avec le conseil d'administration du Metropolitan Museum of Art. Je crois qu'ils ont laissé un certain environnement de travail hostile s'installer. Et en tant que leur nouvelle et plus puissante bienfaitrice, je pense qu'il est temps de changer la direction. 6e partie, le règlement de compte dans la salle du conseil. La salle, la rétribution n'arriva pas avec un grand cri ou une scène dramatique publique. Elle se manifesta dans le silence stérile et lambrissé de bois de rose de la salle du conseil d'administration du Metropolitan Museum of Art à 9 heures le lendemain matin. Je suis arrivé non pas en mocassins éraflés, mais dans un tailleur en laine crème sur mesure, fourni par le personnel du roi Edward, mes cheveux tirés en arrière révélant les légères marques de bronzage d'un été passé à travailler sous des néons de sous-sol. À mes côtés se tenait le commandant Hayes et une avocate royale aux yeux vifs nommée Béatrice Sinclair. Lorsque nous entrâmes dans la pièce, l'atmosphère était chargée de crainte. Assis autour de la massive table ovale se trouvaient les principaux administrateurs du musée, un Dr. Richard Alcott tremblant et Arthur Vedrin, le père de Victoria. Arthur était un milliardaire aux cheveux argentés, dont l'empire médiatique lui permettait d'habitude de dicter le récit de toute pièce où il entrait. À côté de lui était assise Victoria, les yeux rouges et gonflés, semblant complètement dépouillée de la confiance venimeuse qu'elle avait si facilement maniée la nuit précédente. « Ah, Charity, Votre Altesse !» balbutia le Dr. Alcott, se levant si vite qu'il renversa son verre d'eau. « Veuillez vous asseoir. Nous sommes incroyablement honorés de votre présence. »« Gardez votre souffle, Richard, » dit le roi Edward, entrant dans la pièce derrière nous. Il ne s'assit pas. Il se tenait au bout de la table, projetant une longue ombre intimidante sur les administrateurs. Hier, ma nièce a été qualifiée dans ce bâtiment de fraude délirante et de roturière. Je crois que ce sont vos mots, Miss Vedrin. Victoria recula, serrant son sac à main de designer comme un bouclier. Arthur Vedrin s'éclaircit la gorge, essayant de sauver le levier d'action de sa famille qui s'effritait. « Votre Majesté, si je puis me permettre, » commença Arthur, sa voix douce et exercée. Le comportement de ma fille était inexcusable et elle présentera des excuses publiques formelles par écrit. Mais soyons pratiques. La famille Vedrin a promis une dotation de 50 millions de dollars pour la nouvelle aile de ce musée. Nous sommes la force vitale de l'expansion de cette institution. Sûrement un malheureux malentendu entre jeunes femmes ne devrait pas faire dérailler nos intérêts mutuels. Je regardais Arthur, réalisant pour la première fois d'où Victoria avait hérité son arrogance glaçante. Pour ces gens, tout avait un prix. Le respect, la dignité et la décence humaine n'étaient que des marchandises à acheter et à vendre. Un malentendu, dis-je, ma voix remarquablement stable. Toute la pièce concentra son attention sur moi. Victoria n'a pas juste insulté mes vêtements, Monsieur Vedrin. Elle a utilisé sa position pour m'isoler systématiquement, m'humilier
et s'assurer que quiconque s'associerait à moi subirait des conséquences professionnelles. Et le Dr. Alcott l'a permis parce qu'il valorisait votre signature sur un chèque plus que la sécurité et la dignité de son personnel. Le Dr. Alcott eut l'air sur le point de s'évanouir. « Charity, s'il vous plaît, » murmura Alcott. « J'étais sous une immense pression. »« Vous étiez faible, Richard, » interrompit le roi Edward d'une voix claire. Il fit un signe de tête à Béatrice Sinclair, qui ouvrit un portefeuille en cuir et fit glisser une série de documents financiers sur la table. La transition souveraine des actifs, la principauté de Valerius révoque par la présente tous les prêts culturels en cours au Metropolitan Museum of Art et initie un rachat complet des obligations de capital existantes du musée à partir de 8 heures ce matin. Béatrice Sinclair annonça, la voix précise et inflexible. La maison de Valmont a égalé le Don Védrine. En fait, nous l'avons triplé. Un fonds de 150 millions de dollars a été créé sous la seule direction de la princesse héritière Charity Walker. Les administrateurs furent stupéfaits. Le visage d'Arthur Védrine devint d'une vilaine teinte pourpre et meurtrie. De plus, continua Béatrice, la maison de Valmont a acheté la dette impayée pour le projet d'expansion du musée. Nous sommes désormais les principaux créanciers de cette institution et notre première condition pour maintenir ce partenariat est la résiliation immédiate du Dr. Richard Alcott pour négligence grave et complicité administrative dans le harcèlement sur le lieu de travail. Vous ne pouvez pas faire ça, s'écria Alcott en se levant. J'ai consacré 20 ans à ce département. Vous avez consacré 20 ans de temps à embrasser les anneaux des milliardaires, Richard, dis-je doucement. Vous avez oublié l'histoire et vous avez oublié les gens qui la préservent. Vous êtes licencié. 2 gardes du commandant Hayes entrèrent d'un peine, pantamment dans la pièce, escortant poliment mais fermement l'ancien directeur en larmes hors de la porte. Les administrateurs restants restèrent dans un silence terrifié absolu, réalisant que la dynamique de pouvoir du monde de l'art new-yorkais venait de basculer sur son axe. Le roi Edward tourna alors son regard glacial vers Arthur et Victoria Vicini. Quant à la famille Vitrine, vos noms seront effacés de chaque plaque, de chaque brique et de chaque programme associé à ce musée. Votre financement est rejeté, votre présence n'est plus requise. Vous vous faites un ennemi de tout le paysage médiatique new-yorkais, Edward, menaça Arthur, sa voix perdant son vernis poli, révélant le dictateur d'entreprise impitoyable qu'il était. Mes réseaux peuvent ruiner la réputation de cette fille avant même qu'elle n'atteigne l'Europe. Essayez, le défia le roi Edward, se penchant jusqu'à être à quelques centimètres du visage d'Arthur. Et je bloquerai vos réseaux de tous les marchés européens, je gèlerai vos actifs étrangers et j'empêtrerai vos entreprises dans des litiges internationaux jusqu'à ce que vos fonds fiduciaires soient épuisés. Ne testez pas la résolution d'une nation souveraine, Arthur. Maintenant, prenez votre fille et sortez de ma vue. Victoria se mit à sangloter ouvertement, tandis que son père la saisissait rudement par le bras, la traînant hors de la salle de conseil. La porte se referma derrière eux, laissant un profond silence purificateur dans la pièce. Je laissai échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis des années. Je levai les yeux vers Nathaniel Hastings, qui était assis au bout de la table. Il me fit un lent clin d'œil fier. Je lui rendis son sourire. L'archiviste du sous-sol était officiellement parti, mais le vrai mystère ne faisait que commencer. Plus tard ce soir-là, les lourds rideaux de velours de la suite présidentielle étaient tirés contre l'horizon lumineux de New York. La pièce était silencieuse, hormis le doux grattement d'un stylo-plume, alors que Béatrice Sinclair finalisait les transferts légaux de la succession restante de ma grand-mère. Nathaniel Hastings s'était joint à nous à la demande du roi, et en raison de sa vaste expertise en art décoratif européen et de sa loyauté absolue lors de l'incident du gala, Edward lui avait accordé un accès complet aux archives royales que nous étions en train de déterrer. Sur la grande table basse en marbre reposait le diadème souverain. Sous la lumière vive et nette d'une lampe de restauration professionnelle, la filigrane de platine semblait vibrer d'histoire. Nathaniel examinait méticuleusement les douilles vides où les diamants manquants avaient vécu, les comparant à un vieux registre jauni apporté par courrier diplomatique de Valerius cet après-midi-là. « C'est fascinant, Charity », murmura Nathaniel, sa loupe pressée contre son œil. Il regardait attentivement les points de fracture à l'intérieur des griffes de ces sertissages vides.
Ils n'ont pas été retirés par un joaillier professionnel essayant de préserver la pièce. Ils ont été arrachés violemment avec un outil émoussé, probablement un tournevis ou un couteau lourd. Ma grand-mère devait être désespérée, dis-je, une vague de profonde tristesse m'envahissant, de devoir abîmer sa propre couronne juste pour acheter des provisions. Non, c'est la pièce qui ne correspond pas, dit le roi Edward, faisant les 100 pas près de la fenêtre, une expression profondément troublée sur son visage. Joséphina connaissait la valeur de ces pierres spécifiques. Si c'était elle qui les avait vendues pour survivre, elle serait allée voir un courtier de confiance à Paris ou à Londres avant de fuir en Amérique. Elle n'aurait pas massacré le diadème. Ces dégâts sont arrivés lors du coup d'État en 1968. Nathaniel se figea, sa main planant au-dessus du registre ancien. Il tourna lentement une page, ses yeux balayant une liste de numéros de série et de poids pour les joyaux de la couronne de Valerius. « Votre Majesté, » dit Nathaniel, sa voix tombant dans un murmure tendu et haletant. Regardez la description des 3 pierres primaires qui occupaient le blason central de ce diadème. Elles étaient connues sous le nom de triade de Valmont, 3 diamants identiques, impeccables, de 11 carats taillés en coussin, avec une fluorescence bleu-blanc incroyablement rare. Oui, hocha Edward, ses yeux s'assombrissant. Ils ont été volés au coffre du palais par le chef de la junte militaire, le général Vance. Il s'arrêta, secouant la tête. Non, les hommes de Vance étaient censés les vendre à un acheteur privé en Suisse pour financer leur cache d'armes. Ils ne les ont pas vendus en Suisse, dit Nathaniel, son visage se vidant de toute couleur. Il sortit rapidement son ordinateur portable, ouvrant des photographies en haute résolution du gala de charité du Waldorf Astoria de la veille. Il zooma sur une image spécifique, la projetant sur le grand écran de télévision du mur. C'était une photo en gros plan de Victoria Vedrin se moquant de moi avec malice. Mais le sujet du zoom n'était pas son visage. C'était la suite de diamants Cartier d'une valeur de 3 millions de dollars reposant contre sa clavicule. Je me penchai en avant, mon cœur battant contre mes côtes. Suspendus au centre de la robe cramoisie de Victoria se trouvaient 3 diamants massifs, impeccables, taillés en coussin. Même sous les flashs chaotiques des paparazzi, les pierres émettaient une fluorescence bleu-blanc distincte, d'une beauté envoûtante. La pièce devint d'un silence de mort. La triade de Valmont, murmurai-je, la réalisation me frappant comme un coup physique. Les diamants sur le cou de Victoria, ils appartiennent à la couronne de ma grand-mère. Mon Dieu, souffla le roi Edward, ses poings se serrant si fort que ses jointures devinrent blanches. La fortune Vidrine, l'empire médiatique que le père d'Arthur a construit à la fin des années 60, il n'a pas été construit sur des investissements avisés. Il a été construit sur le sang de ma famille. Nathaniel vérifia les registres d'acquisition interne du musée sur son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. Cela correspond, Votre Majesté. En 1969, le père d'Arthur Vidrin, Harrison Vidrin, a déclaré un afflux massif et inexpliqué de capitaux étrangers par le biais d'une société écran à Zurich. Quelques mois plus tard, il découvrit une collection privée de diamants en vrac qui devinrent la garantie de son premier grand rachat de réseau de télévision. Le dénouement était si monstrueux que mon estomac se retourna. La famille même qui m'avait traité comme une servante sous-humaine pendant des mois, la fille qui s'était moquée de ma fausse tiare et l'avait qualifiée de déchet de friperie, portait actuellement des pièces volées de mon propre héritage. Le style de vie milliardaire de sa famille était financé par la destruction violente de ma maison ancestrale. Ils n'ont pas seulement acheté des biens volés, dis-je, une rage froide et inflexible s'épanouissant en moi, remplaçant chaque once de peur que j'ai jamais ressentie. Ils ont financé le coup d'État qui a tué mon grand-père. Ils ont payé les hommes qui ont traqué ma grand-mère à travers l'Europe. Le roi Edward me regarda et pour la première fois, je vis une expression de fierté absolue dans ses yeux. La fille effrayée des archives du sous-sol avait disparu. À sa place se tenait une femme qui portait le feu de 1000 ans de dirigeante. « Que veux-tu faire, Charity ?» demanda Edward, la voix basse et mortelle. « Dis le mot et je ferai en sorte que les forces de l'ordre international perquisitionnent le domaine Vidrine avant minuit. »« Non !» dis-je, me levant et me dirigeant vers l'écran de télévision, fixant droit le visage souriant et arrogant de Victoria Vidrine. Une arrestation discrète au milieu de la nuit est trop clémente pour eux.
Ils voulaient un spectacle. Ils voulaient m'humilier devant le monde entier. Je me retournai pour faire face à mon oncle, le menton haut, le diadème souverain brillant sur la table derrière moi. Le bal de couronnement officiel à Valerius aura lieu le mois prochain, déclarai-je, ma voix résonnant d'une autorité absolue. Nous allons inviter tous les grands organes de presse du monde. Nous allons inviter l'élite de New York, les administrateurs et les milliardaires. Et nous allons adresser une invitation royale personnelle à la famille Vidrin. Qu'ils apportent leurs diamants volés dans mon royaume et là, devant le monde entier, nous leur enlèverons tout ce qu'ils ont jamais volé. La préparation d'un couronnement royal est un léviathan logistique, mais en organiser un conçu spécifiquement pour exécuter une offensive internationale nécessite la précision d'une campagne militaire. Pendant les 4 semaines suivantes, ma vie s'est entièrement transformée. J'ai été transporté de New York sur le Gulfstream J-65 privé du roi Edward, quittant la pollution de Queens pour l'air frais des Alpes de la principauté de Valmont. La résidence royale, le palais de l'Aube, faisait ressembler le Waldorf Astoria à un motel de banlieue. C'était un chef-d'œuvre tentaculaire du XVIIe siècle d'architecture baroque, offrant des jardins en terrasse qui rivalisaient avec le château de Versailles, et une salle du trône tapissée entièrement de lapis-lazuli et de feuilles d'or. Pourtant, malgré le luxe à couper le souffle, j'ai passé la majeure partie de mon temps dans les archives royales souterraines avec Nathaniel Hastings et Béatrice Sinclair. Nous construisions un dossier juridique et historique inébranlable. Nathaniel a contacté ses contacts les plus discrets chez Christie's et Sotheby's à Genève, extrayant des registres d'enchères et des expertises d'assurance vieux de plusieurs décennies. Béatrice a travaillé directement avec la division du patrimoine artistique d'Interpol, obtenant discrètement des mandats basés sur les numéros de série et les empreintes gémologiques de la triade de Valmont. Pendant ce temps, à New York, le piège était appâté. Comme prévu, l'empire médiatique d'Arthur Vidrin avait lancé une campagne de diffamation subtile mais vicieuse contre moi dès que nous avions quitté le sol américain. Des articles anonymes dans Page Six et Vanity Fair laissaient entendre que la nouvelle Princess Charity était une imposture, une opportuniste américaine, avide d'or qui avait d'une manière ou d'une autre manipulé un roi âgé et affligé. Victoria, désireuse de retrouver son trône en tant que East Girl, ultime de la société, était photographiée sans relâche. Toujours parfaitement composée, poussant toujours le récit qu'elle était la victime d'une monarchie jalouse et tyrannique. Ils étaient arrogants, et cette arrogance était exactement le levier que nous avions besoin d'actionner. Lorsque les lourdes invitations dorées à mon bal d'investiture officielle ont été livrées par courrier diplomatique à l'élite de New York, les Vidran ont été placés tout en haut de la liste des invités. Vont-ils vraiment venir? Ai-je demandé au roi Edward un soir, debout sur le balcon de ma nouvelle aile privée nouvellement nommée, regardant la ville scintillante de Valmont en contrebas. Après ce qui s'est passé au musée, pourquoi entreraient-ils directement sur notre territoire? Parce qu'ils ont peur, répondit Edward, prenant une gorgée d'espresso. Les cours des actions d'Arthur ont chuté de 5% le jour où nous avons retiré notre financement du musée. Les rumeurs commencent à circuler parmi l'élite que les Vidrin ont perdu leur statut intouchable. S'ils refusent une invitation royale officielle à l'événement social de la décennie, cela confirme qu'ils sont des lâches en exil. Mais s'ils y assistent et qu'ils sont photographiés en compagnie de la royauté européenne, cela les légitime à nouveau. J'ai fini par comprendre la psychologie de la classe milliardaire. Cela prouve au monde qu'il n'y a pas de mauvais sang. Exactement. Edward sourit d'un air prédateur. Et Arthur voudra montrer sa domination. Il voudra prouver que l'argent des médias américains ne se plie à aucune couronne. Je vous garantis, Charity, qu'ils ne viendront pas seulement, mais que Victoria portera la suite Cartier. C'est leur symbole de statut ultime. Il avait entièrement raison. 3 jours avant le bal, les manifestes de vol ont enregistré l'arrivée d'Arthur et Victoria Vidrin sur l'aérodrome privé de Valmont. La nuit du bal de couronnement est arrivée avec un niveau de frénésie médiatique inédit depuis un mariage royal britannique. Les présentateurs de CNN, BBC et Al Jazeera diffusaient en direct depuis les portes du palais. À l'intérieur du Grand Hall des Goisses, 300 des personnes les plus puissantes de la planète étaient réunies. Les hommes portaient des tenues de soirée sur mesure ornées d'honneur militaire.
Les femmes portaient de la haute couture qui coûtait plus cher que la plupart des maisons résidentielles. Je me suis tenu dans l'antichambre, contemplant mon reflet dans un miroir ancien de pleine longueur. Sarah, mon amie costumière de Queens, que j'avais fait venir en première classe pour être ma styliste officielle, ajustait la longue traîne de ma robe Dior personnalisée. Elle était tissée de fils d'argent et de soie bleu nuit, un hommage direct à la robe de velours que j'avais portée la nuit où ma vie a changé. « Tu ressembles à une reine, Charity », murmura Sarah, reculant avec des larmes dans les yeux. Nathaniel entra dans la pièce tenant la boîte en velours contenant le diadème souverain. Il avait été méticuleusement nettoyé et poli, le platine brillant sous les lustres en cristal. Les cavités vides au centre de la crête restaient ostensiblement nues, une cicatrice physique sur une belle pièce d'histoire. Il souleva la lourde tiare et la fixa soigneusement dans mes cheveux. « Es-tu prête, Votre Altesse ?» demanda doucement Nathaniel, m'offrant son bras. Je regardais les espaces vides de ma couronne. Je pensais à ma grand-mère coussant des rideaux jusqu'à ce que ses doigts saignent, pendant que les gens qui avaient financé le meurtre de sa famille buvaient du champagne sur des super yachts. La peur qui avait défini ma vie autrefois avait complètement disparu. « Allons récupérer les diamants de ma grand-mère, » ai-je dit. Wow! Les lourdes portes en chêne du grand salon des glaces se sont ouvertes et le héros royal a frappé son sceptre sur le sol de marbre 3 fois. Le son résonnant a instantanément fait taire le bavardage des milliardaires et des aristocrates, présentant son Altesse royale, la princesse héritière Charity Joséphine de la Maison Valmont. Alors que j'entrais sur l'estrade surplombant la salle de bal, la foule a éclaté en applaudissements. Les flashs du pool de presse autorisé ont illuminé la pièce comme un stroboscope. Le roi Edward se tenait au pied du grand escalier, rayonnant de fierté, attendant de me recevoir. J'ai descendu les marches lentement. Ma traîne argentée cascadait derrière moi. Mes yeux ont balayé la mer de visages, ignorant les manias de la technologie et les barons du pétrole, cherchant exclusivement la proie des traîtres. Je les ai trouvés près du centre de la pièce. Arthur Vidrin se tenait rigide, un sourire artificiel et serré plaqué sur son visage. À côté de lui, Victoria était une vision en satin vert émeraude, et là, reposant contre sa peau, suspendu dans de lourds sertissages en platine, se trouvaient les 3 diamants parfaits de 11 carats, taille coussin. La triade de Valmont. Même à 20 mètres, leur fluorescence blanc bleuté était indubitable. Ils avaient l'air étrangers sur elle, un morceau volé de ma lignée enroulé autour du cou d'une voleuse. J'ai pris ma place à côté du roi Edward, au devant de la salle. Il a levé la main et les applaudissements se sont estompés dans un silence respectueux et attentif. Bienvenue, chers invités, dans la principauté de Valmont. La voix du roi Edward a résonné à travers l'acoustique du hall. Ce soir, nous célébrons le retour de notre lignée, la restauration de notre histoire et la clôture d'un chapitre sombre et douloureux. Mais avant de commencer les festivités, ma nièce a une question de préservation historique à aborder. Je me suis avancé vers le microphone. Les caméras de télévision ont pivoté, leurs voyants rouges d'enregistrement se fixant sur moi. Des milliards de personnes regardaient en direct. L'histoire n'est pas juste une collection de dates et d'artefacts, ai-je commencé, ma voix stable, projetant à travers la pièce silencieuse. C'est le témoignage de la survie humaine. Pendant des décennies, ma grand-mère, la princesse héritière Joséphina, a été effacée de cette histoire par des hommes violents qui cherchaient à détruire notre famille et à voler la richesse de notre nation. J'ai fait une pause, laissant le poids des mots s'installer. J'ai regardé directement Arthur et Victoria. Victoria s'est décalée inconfortablement, sa main montant instinctivement pour toucher le collier de diamants. Quand elle a fui le palais en 1968, ma grand-mère n'a emporté qu'une seule chose pour se souvenir de chez elle. Le diadème souverain. Ai-je fait allusion à la couronne sur ma tête? Les caméras ont zoomé, projetant l'image du diadème sur les écrans massifs positionnés autour de la salle de bal. Les cavités vides et endommagées étaient visibles par le monde. Mais elle ne s'est pas échappée indemne. Pendant le coup d'État, des mercenaires ont arraché les 3 pierres centrales de cette couronne. La triade de Vidrin. Ils ont vendu ces diamants de sang à un investisseur étranger pour financer la junte militaire qui a assassiné mon grand-père. Un murmure a parcouru la foule. Pendant 50 ans, ces pierres ont été considérées comme perdues, ai-je continué.
descendant de l'estrade et marchant lentement dans la foule. Les aristocrates se sont écartés pour moi, créant un chemin direct et inévitable vers les Védrines. Jusqu'à il y a un mois, lors d'un gala de charité à New York, où je les ai vus portés en trophée par une femme qui se moquait de mon héritage. Le visage d'Arthur s'est vidé de sa couleur. Il a finalement compris le piège. Il a attrapé le bras de Victoria. « On s'en va », a-t-il sifflé bruyamment, essayant de se frayer un chemin à travers la foule. « Commandant Hayes », a ordonné le roi Edward. Instantanément, les lourdes portes de la salle de bal se sont fermées en claquant. 8 gardes royaux armés en uniforme de cérémonie, lourdement armés, se sont postés devant chaque sortie. La foule a halté, reculant dans une panique pure, laissant Arthur et Victoria entièrement isolés dans un large cercle de marbre vide. Je me suis arrêté à 1,5 mètres d'eux. « Vous êtes fou !» a crié Arthur, me pointant un doigt tremblant. « C'est une diffamation. Je vais vous poursuivre dans tous les tribunaux internationaux sur Terre. Ces diamants appartiennent au domaine Védrine. »« Non, monsieur Védrine, » a dit Béatrice Sinclair, sortant de la foule et me remettant un épais dossier en cuir. Je l'ai ouvert et j'ai montré les documents aux caméras. Ce sont les registres bancaires suisses originaux de 1969. Ils détaillent une transaction de 10 millions de dollars de votre père, Harrison Védrine, à la junte militaire en échange de 3 diamants volés non documentés. Nous avons également les scans d'empreintes gémologiques d'Interpol. Les pierres autour du cou de votre fille sont de la propriété volée enregistrée de la couronne Valmont. Victoria a laissé échapper un sanglot terrifié, serrant désespérément le collier. Ils sont à moi. Vous mentez. Vous n'êtes qu'un rot de sous-sol. Victoria, ai-je dit froidement, ma voix coupant ses accès d'hystérie. L'empire médiatique de votre famille a été construit sur le sang de mon grand-père. Vous avez financé des meurtriers et vous avez l'audace absolue de porter le butin de ce meurtre chez moi. Des agents d'Interpol, flanqués par la sécurité royale de Valmont, sont entrés dans ce cercle. « Arthur Védrine », a dit l'agent principal, produisant une paire de menottes en acier. « Vous êtes en état d'arrestation pour possession de patrimoine national volé, blanchiment d'argent international et financement d'une junte militaire illégale. » Arthur s'est battu en criant des obscénités pendant que les gardes le plaquèrent sur le sol de marbre, brisant complètement sa façade intouchable de milliardaire devant la télévision mondiale. Les caméras ont capturé chaque seconde pitoyable de sa chute. Victoria hyperventilait, reculant devant les gardes jusqu'à ce que son dos heurte un pilier de marbre. Je me suis approché d'elle, l'héritière qui m'avait humilié, qui avait ri de ma pauvreté et s'était moqué du sacrifice de ma grand-mère, tremblait maintenant de manière incontrôlable, piégée dans la mire de la justice internationale. « S'il vous plaît, » a-t-elle supplié, les larmes ruinant son maquillage coûteux. « S'il vous plaît, Charity. »« Votre Altesse, je ne savais pas. » « Vous saviez exactement qui vous étiez, Victoria, » ai-je murmuré en tendant la main. « Vous n'êtes qu'une voleuse drapée dans l'héritage de quelqu'un d'autre. » D'un mouvement rapide et précis, l'agent d'Interpol a détaché le lourd collier en platine du cou de Victoria. Il a placé la suite Cartier étincelante dans une boîte à preuves sécurisée tenue par Nathaniel Hastings. Sans les diamants volés, Victoria Védrine paraissait remarquablement petite, ordinaire et complètement vaincue. Alors que les gardes escortaient l'héritière en larmes hors de la salle de bal, je me suis retourné pour faire face à la foule. Le silence était absolu. Personne n'osait respirer. J'ai levé les yeux vers le roi Edward, qui a incliné la tête vers moi. Une confirmation silencieuse que les fantômes de 1968 avaient finalement été mis au repos. L'archiviste de Queens était morte. La reine de Valmont était arrivée. Êtes-vous prêt pour d'autres histoires dramatiques de vengeance, de royauté et de destin retrouvé? Si vous n'en avez pas eu assez de la transformation épique de Charity, de simples archivistes relégués au sous-sol à reine puissante renversant des milliardaires corrompus, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Partagez cette histoire avec quiconque aime les rebondissements brillants. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits incroyables et enjeux élevés. Sonnez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Qu'auriez-vous fait aux Védrines? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.